Si on n'existe plus, c'est l'information qui va y perdre. La première. Nous sommes là pour travailler ensemble, pour trouver des solutions. Les clés médias. On ne peut pas sacrifier la qualité de l'information. Marie Van Cutsem. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Clés Médias. Je vais être franche avec vous, je pensais aujourd'hui vous concocter un petit épisode un peu léger à l'approche des fêtes, mais force est de constater qu'il n'y a pas de cadeau sous le sapin de la presse francophone cette année. Cette semaine, les annonces chocs se sont ajoutées à d'autres datant des derniers mois. Chômage technique en vue pour les journalistes de l'avenir, licenciement de 3 journalistes figures phares des émissions chez LN24 hier. Et avant cela, BX1, les médias de proximité, RTL, la RTBF, tout le secteur ou presque fait face à des réductions de budget, à des restructurations, à de vertigineux questionnements sur son avenir. Alors aujourd'hui, pas de sapin, pas de cadeau, mais on va dérouler la guirlande de tous ces événements et observer l'année 2025 avec lucidité et se questionner bien entendu sur la suite avec nos invités. Nous aurons des échos de l'avenir de BX1, de l'association des journalistes professionnels ainsi que du grand patron d'IPM, Denis Pirard. Mais avant cela, on se replonge dans cette année écoulée. Les clés médias. Marie Van Cutsem. Notre aventure à tous les deux s'arrête ce soir, tout comme l'émission. Oui, on voudrait remercier évidemment LN24 de nous avoir fait confiance, de nous avoir fait grandir aussi et de nous avoir offert une opportunité que peu de chaînes donnent encore aux jeunes aujourd'hui. C'est la dernière annonce en date, hier soir, sur LN24. Jim Nejman et Nicolas Pipin font leurs adieux sur antenne. Aujourd'hui, le journalisme traverse une crise profonde, une crise économique, une crise de confiance, une crise de moyens. Ouais, les rédactions se réduisent, on le voit, les licenciements se multiplient, le temps manque, la pression augmente. Et puis le risque est grand aussi de voir l'information se fragiliser, donc faites attention quand même. Maxime Binet, autre figure phare de la chaîne, a aussi été remercié. Des adieux qui sont également un appel à la vigilance dans un paysage belge francophone particulièrement secoué. On remonte à mercredi de cette semaine. La fusion IPM-Rossel est actée et les journalistes des éditions L'Avenir apprennent par mail, dans la foulée, qu'ils seront très probablement en chômage économique forcé 1 jour par semaine dès le mois de février. Emmanuel Wilput est journaliste et délégué syndical CGSLB. On a l'impression que la direction il va à la tronçonneuse. C'est la ligne rouge parce qu'on considère qu'on est des gens raisonnables, on a accepté des économies, on a même renoncé à un moment à une partie d'indexation des salaires, donc on a été assez constructif et raisonnable, pragmatique. Mais là, ça nous semble quand même nettement trop brutal. Et remontons encore le fil, si vous le voulez bien. Alors si on avait pu penser qu'il allait y avoir effectivement un petit plan licenciement, qu'on allait peut-être devoir licencier 2-3 personnes, jamais, grand jamais, on a pensé que 8 personnes allaient devoir quitter BX1. On n'est quand même pas une si grosse structure que ça. Chez BX1, ce sont 6 licenciements et 2 départs volontaires qui sont annoncés alors même que le média de proximité venait d'emménager dans ses nouveaux locaux. Une annonce que l'on ne peut s'empêcher d'observer dans un contexte déjà globalement tendu pour les médias de proximité depuis ceci. Vous savez, les finances sont compliquées à tous les étages de l'État et en Fédération Wallonie-Bruxelles également. Et donc, il faut rationaliser. Moi, je voulais vraiment rassurer aussi l'ensemble du personnel des médias de proximité. Nous sommes là pour travailler ensemble, pour trouver des solutions. Et je rappelle aussi que les médias de proximité, ce sont des ASBL privés. Et donc, s'ils veulent trouver d'autres sources de financement, d'autres collaborations, mais vraiment, la porte maintenant leur est ouverte. C'était au printemps dernier. L'annonce est celle de la ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jacqueline Galland. Réformer les médias de proximité, ça veut dire des synergies, des rapprochements et probablement des pressions sur l'emploi. La réforme est en cours, les journalistes sont mobilisés. C'est un petit peu le seul moyen de communiquer pour tout un chacun dans les territoires un peu éloignés ou dans les villages. Il faudra aussi noter les difficultés chez RTL où les départs se succèdent depuis plusieurs années et où la rédaction info se réduit. Et la RTBF qui a vu sa dotation gelée, elle ne sera plus indexée. Résultat, des millions d'euros d'économies à faire et déjà des ajustements très concrets réalisés en interne. La disparition de Vivre Ici, la refonte du service Infodoc, le service des documentaristes et la suppression des journaux propres pour la chaîne Typique. D'autres projets sont dans les cartons. Alors à quoi s'attendre pour la suite ?
La concentration médiatique, doublée d'une réduction du nombre de journalistes qui traversent la plupart des rédactions, qu'est-ce que ça augure ? Comment réagir dans les médias, mais aussi en tant que citoyen ? On se questionne avec nos invités du jour. Bonjour Anne Sandron. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce midi. Vous êtes journaliste à l'Avenir, délégué CNE. Comment vous vous sentez après cette annonce de chômage économique mercredi, au conditionnel, mais qui va plus que probablement se concrétiser ? Il y a un gros mal-être dans les équipes. Les gens sont là. Enfin, il y a une grosse lassitude. On a attendu longtemps la fusion avec Rossel comme étant la seule solution. Mais là, même avant cette fusion qui, on sait, va passer par un plan social probablement, il y a déjà des efforts de chômage économique qui sont demandés en amont. Et c'est vraiment difficile pour les gens. Bonjour Gilles Tennyson. Bonjour. Vous êtes juriste à l'AJP, c'est l'association des journalistes professionnels. Vous avez rédigé un article sur la presse en 2025 pour la Ligue des droits humains. Il va sortir dans quelques semaines. Votre impression en 2 mots et pour entamer cette émission avec la semaine qui vient de s'écouler et ces dernières annonces ? J'ai l'impression que la semaine qui vient de s'écouler, c'est une sorte de concentré de l'année et des derniers mois qui viennent de s'écouler également. On peut parler d'une hécatombe, je pense, assez généralisée et qui s'insère vraiment dans un contexte de fragilisation déjà extrême du secteur médiatique, qui soit de presse écrite, mais aussi plus large en presse audiovisuelle. On va évidemment développer tout cela avec vous. Ce matin, j'ai eu Denis Pierrard au téléphone. C'est le grand patron d'IPM, la société qui possède entre autres les éditions L'Avenir et LN24. Je vous propose d'écouter cette interview et on en rediscute juste après. Alors, Monsieur Pierrard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mail, pour commencer, qui a été envoyé aux journalistes des éditions L'Avenir mercredi ? Qu'est-ce qu'il contient et quel est le projet ? Le mail comprenait 2 choses. Tout d'abord, comprenait l'explication de la fusion avec le groupe Rossel et l'étape importante qui avait été faite dans la signature de l'accord définitif. Et à la demande des organisations syndicales, puisqu'on avait discuté avec eux dans 2 conseils d'entreprise des possibilités de chômage économique sur le premier trimestre de l'année 2026, on a rajouté une phrase qu'on envisageait de faire du chômage économique à raison d'1 jour par semaine durant le premier trimestre 2026, avec des modalités à définir avec le conseil d'entreprise. Pourquoi avoir mis cela sur la table ? Pourquoi avoir mis cela sur la table ? Pour 2 raisons. D'abord, la loi prévoit que nous pouvons faire du chômage économique dans une entreprise s'il y a une diminution substantielle de son activité et en l'occurrence de 10% de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable. Et nous croyons que nous allons atteindre ces 10%. On ne le saura que le 31 décembre, puisque c'est le chiffre d'affaires sur le 4e trimestre 2025 qui compte. Mais au vu du chiffre d'affaires octobre et novembre, nous pensons que nous remplirons ces conditions. Donc 10% du chiffre d'affaires, ça fait aussi donc 10% de volume en moins et donc 10% d'activité en moins. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu par la loi, de pouvoir faire du chômage temporaire quand on est confronté à des conditions aussi adverses. La deuxième chose est que ça fait 2 ans que l'Avenir perd de l'argent, que cette entreprise est en cash drain. On a trouvé une solution structurelle à ce problème en faisant une fusion avec le groupe Rossel, qui permettra à l'avenir de partir avec un nouvel élan, mais il faut tenir en trésorerie jusque-là. Et je ne suis pas sûr que l'autorité belge de la concurrence nous donnera un oui franc et massif tout de suite. Et donc, on doit préserver la trésorerie. C'est notre devoir pour pouvoir payer les gens et pour pouvoir payer nos fournisseurs. Est-ce que le chômage économique, c'est une première étape avant de possibles licenciements ? L'industrie des médias en Belgique francophone et dans le monde entier, mais particulièrement en Belgique francophone, étant donné l'étroitesse de ce marché, est confrontée à des conditions extrêmement difficiles de rentabilité. Nos entreprises, si vous les voyez comparées à d'autres, sont beaucoup moins rentables que d'autres. Et donc, l'industrie des médias va vers des concentrations obligatoires pour pouvoir faire face, d'une part, aux investissements immenses que nous devons faire en informatique et à des diminutions structurelles de nos chiffres d'affaires, tant au niveau publicité que vente d'informations. Les gens vont simplement chercher leur information ailleurs. Vous ajoutez à ça la révolution qu'oblige l'intelligence artificielle et vous êtes obligé de faire des regroupements
pour pouvoir faire des économies d'échelle. Donc oui, c'est clair, on l'a dit, et dans les déclarations qu'on a fait avec la fusion, il y aura des synergies à faire avec le groupe. Synergie, ça veut dire licenciement à terme ? Il y aura des ajustements sur l'emploi, oui, on s'en cache pas, et ça a été dit, et ça a également été dit au conseil d'entreprise, parce qu'il y a des diminutions du chiffre d'affaires. Et c'est malheureusement une entreprise, une industrie où il y a beaucoup d'emplois. Et heureusement, ce n'est pas encore des machines qui font toute notre information. Du côté de LN24, on a appris hier le licenciement de 3 figures très visibles de la chaîne. Est-ce qu'on est là dans le même type de circonstances ? Comment vous expliquez ces licenciements ? Alors, on est dans le même type de circonstances. Le marché publicitaire TV, l'année passée, c'était moins 25%. Je crois que la RTBF doit avoir senti ça dans ses comptes également. Et donc, on est obligé de repositionner la chaîne LN24 sur des programmes plus généralistes ou qui attirent malheureusement plus d'audience. C'est malheureux de constater que parfois les émissions d'information attirent moins d'audience que des émissions de divertissement. Et une chaîne de TV va chercher uniquement ses revenus dans la publicité. Cette publicité est en baisse, on est obligé d'aller chercher de l'audience ailleurs pour retrouver du chiffre d'affaires publicitaire. Cette stratégie est en train de réussir puisque notre audience est en train d'augmenter, puisque notre chiffre d'affaires publicitaire est en train d'augmenter, mais malheureusement pas assez pour supporter tous les coûts de la chaîne pour le moment, et nous avons dû prendre cette décision que je regrette, parce que c'était une excellente information et c'était 3 excellents journalistes. Mais malheureusement, le marché pour ce type d'émission est de moins en moins là. C'est un signal fort, quand même, 3 figures comme celle-là qui disparaissent de LN24. La mue est vraiment en cours là, pour la chaîne. Oui, la mue est en cours. C'est aussi quelque chose que nous ne sommes pas cachés. Nous ne pouvons plus maintenir un niveau d'information qui est la méthode qui est le produit télévision qui coûte le plus cher. Nous ne pouvons plus maintenir ça au niveau auquel on l'avait dans le passé. Denis Pirard, on entend bien, évidemment, vous l'avez bien expliqué, tout le contexte dans lequel tout cela s'inscrit, cette optimisation nécessaire, ces rapprochements indispensables pour la survie de ces médias. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque de perte de pluralisme dans le paysage audiovisuel et presse francophone ? Alors moi, j'entends souvent cet argument, et je prends complètement le contre-pied de cet argument. C'est pas parce que tous les médias sont réunis au sein d'un même actionnariat qu'il y a une perte de pluralisme. Je crois qu'au contraire, le pluralisme se trouvera si on se retrouve dans une organisation qui est financièrement forte, qui sait affronter les défis que je vous ai décrits tout à l'heure, intelligence artificielle, investissement informatique, mutation des habitudes de lecture et des habitudes de chercher de l'information. Et ça, on ne peut garantir ce pluralisme de la presse que si on est dans une entreprise qui est forte financièrement, qui peut affronter ces défis, faire les investissements nécessaires. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on dézoome sur l'ensemble de la situation, ce qu'on voit tout de même, et alors là on peut évidemment parler des titres qui sont chez IPM, mais c'est le cas également chez Rossel, c'est le cas à la RTBF également. Il y a aussi dans les médias de proximité des restructurations en cours, des licenciements qui s'enchaînent. Est-ce qu'à cette échelle-là, on ne constate pas tout de même déjà une diminution du nombre de journalistes et par là un danger pour la presse chez nous? C'est vrai, vous avez raison. Je crois qu'aux États-Unis, sur les 10 dernières années, c'est plusieurs centaines de milliers de journalistes qui ont dû trouver un autre travail. Mais malheureusement, madame, c'est la faute de modifications dans les habitudes de lecture du consommateur, d'aller chercher leurs informations ailleurs. Si nos diffusions baissent, c'est pas parce qu'on fait tous collectivement du mauvais travail. Et moi, mon bureau est assis au milieu des rédactions. Je crois que tous ces journalistes font leur travail avec beaucoup de conscience professionnelle. Malheureusement, beaucoup de personnes vont chercher actuellement leur information ailleurs que dans nos médias. Et c'est face à ce défi qu'on doit le faire. Voilà. C'était donc Denis Pirard, le grand patron d'IPM, le groupe qui chapeaute entre autres l'Avenir et LN24. Une réaction, Anne Sandron, on rappelle que vous êtes journaliste à l'Avenir. Cet argument qui revient souvent dans la bouche des dirigeants, le paysage médiatique qui se transforme avec le numérique, avec l'IA, la nécessité d'optimaliser les rédactions, est-ce que vous l'entendez cet argument ?
Oui, on a même eu très peur il y a un an de ça. La direction était vraiment à fond sur l'IA et elle voyait là-dedans une solution pour pérenniser l'outil et ça faisait même un peu peur. Et puis ils se sont rendus compte que l'IA ne peut pas solutionner, c'est pas une baguette magique et rien ne remplace, surtout dans la presse régionale, le contact direct. Il faut qu'on soit près des gens, il faut qu'on aille chercher des infos et ça on va pas le trouver sur internet, il faut que ça vienne de nous. Quand vous entendez cette interview de Denis Pirard, est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir ? Je vous ai vu à quelques moments lever les sourcils ou avoir un demi-sourire. C'est un discours de directeur, donc on n'a pas toujours forcément le même point de vue, mais on n'a pas non plus de solution toute faite à apporter. Nous, on essaye de faire notre travail dans les conditions les plus optimales possibles. Mais c'est difficile parce qu'on n'engage plus, les jeunes sont indépendants, ils ont des conditions de vie très compliquées, ils gagnent très peu d'argent, ils ne sont pas liés par des contrats, par des conventions de collaboration et ils peuvent se retrouver du jour au lendemain presque sans travail. Ils sont taillables et corvéables à merci, quoi. L'Avenir est un journal qui existe depuis 1918, j'ai regardé dans sa toute première version. Vous êtes à l'Avenir depuis plus de 25 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Vous avez vu des évolutions, et en particulier ces 20 dernières années, avec des rachats, des reventes, des restructurations. Est-ce que ça a fragilisé la rédaction ? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation que vous n'avez jamais connue auparavant ? Oui. Parce que cette fusion, c'est vraiment, on va se retrouver dans un groupe de presse qui a exactement le même modèle que nous, et on risque vraiment de se faire manger. Donc on ne sait vraiment pas comment ça va tourner pour les équipes, pour les titres, pour les éditions locales. Il y a des endroits où il y a un titre dominant à l'Avenir, parfois c'est un titre dominant chez Sudinfo. Mais il y a des zones où on est au coude à coude et on ne sait vraiment pas comment ça va se passer là-bas. Oui, c'est ça, parce qu'on rappelle que la fusion IPM-Rossel, c'est aussi retrouver du coup dans le même groupe à la fois les éditions L'Avenir et les éditions Sudinfo. Donc vous craignez par exemple une fusion des rédactions ou une absorption de certains titres ? Oui, et on n'a vraiment aucune vue là-dessus. On ne sait pas très bien quelle est la vision de Bernard Marchand. Donc on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé. Aller dans la rédaction de Sudinfo, pour vous, c'est envisageable ? Je pense que ce sera inévitable. On ne va pas avoir le choix. On va même géographiquement être dans les mêmes locaux. On va aussi se pencher sur le cas de BX1. Sarah Pousset nous raconte ce qui s'est passé dans le média de proximité bruxellois il y a quelques semaines maintenant. Les employés de BX1 avaient à peine emménagé dans leur nouveau bâtiment que le lendemain, la direction leur annonçait un plan social. L'appel est d'abord lancé pour les départs volontaires. 2 personnes acceptent, 6 autres sont licenciées pour raisons économiques, dont 5 journalistes. Muriel Berck en fait partie. Anne-Sophie Brundongs l'a rencontrée le lendemain de l'annonce. Ça fait 29 ans que je travaillais à Télé Bruxelles puis BX1. C'est la stupéfaction depuis hier. Donc on nous avait annoncé il y a une semaine qu'il y avait un plan de licenciement. Donc déjà on venait de déménager ici dans le nouveau bâtiment, le Frame. Comme un collègue d'ailleurs avait dit, on nous accueille le lundi avec des croissants et le mardi avec des licenciements. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ces licenciements sont un coup dur parce qu'ils représentent plus d'un quart de la rédaction. Ils interpellent aussi puisqu'ils concernent des personnages emblématiques de la chaîne, par exemple la présentatrice du JT Valérie Leclerc. Un vrai manque à gagner pour BX1 comme le souligne Muriel Berck. Ces 5 journalistes chevronnés, ce sont des images de l'antenne, des décennies en fait d'expérience journalistique qui s'en vont. Ce choix de licencier des journalistes plutôt avec une longue carrière s'explique notamment par un acronyme ACS. C'est le nom donné aux contrats subventionnés, l'équivalent des APE en Wallonie. La moitié du personnel de BX1 est sous ce régime, ce qui est plus rentable pour l'entreprise. D'une certaine façon, ce statut les a donc en partie protégés, puisque la direction a souhaité licencier des profils qui lui coûtaient plus cher. Mais c'est aussi une protection très temporaire, puisque ces subsides pourraient être diminués, ce qui impacterait à nouveau le personnel. Au-delà des licenciements, la deuxième partie du plan social consiste à revoir la convention collective de travail. Le personnel prend donc le temps de se concerter. Nicolas Kenhartz, caméraman et délégué syndical 7K à BX1. On réfléchit aussi sur les choses qui nous paraissent acceptables ou pas sur cette CCT et sur l'impact que ça peut avoir sur l'organisation du travail.
Le CA aimerait en effet augmenter la productivité des équipes en leur demandant 2 reportages par jour et de prester des journées de 10 heures. Un conditionnement au résultat est aussi envisagé pour le paiement du 13e mois, ainsi qu'un gel des augmentations barémiques. Les négociations entre syndicats et direction commenceront début 2026. Je suis triste pour BX1. Je suis inquiète pour son avenir. Je me demande ce que cette chaîne va devenir. Voilà pour les événements chez BX1, dossier à suivre, vous l'avez compris, en 2026. Et déjà 6 licenciements et 2 départs volontaires sur la table. Gilles Tennyson, vous êtes avec nous, juriste à l'Association des journalistes professionnels, on le rappelle, et autrice de cet article sur la presse belge francophone qui sera publié par la Ligue des droits humains dans les semaines à venir. On a beaucoup parlé de la crise de la presse écrite avec le numérique. On est en train d'en voir les effets ou bien c'est autre chose qui est en train de se jouer? Est-ce qu'il y a par exemple une dimension politique qui est parfois oubliée dans tout ce qui se passe maintenant? Alors c'est clair qu'il y a une grande fragilisation de la presse écrite pour l'instant, notamment comme vous le dites avec la présence du numérique, des GAFAM, etc. qui siphonnent toute une partie des revenus publicitaires et donc qui appauvrissent énormément les éditeurs. Il y a eu aussi une mesure qui, elle, est politique d'abandon du soutien à la distribution de la presse. Donc Bipost recevait de l'argent du gouvernement pour distribuer les journaux. Mais cette fragilisation, si elle est très très forte en presse écrite, elle existe absolument dans tous les médias audiovisuels aussi. Enfin voilà, on vient d'entendre votre sujet sur BX1, on a parlé d'LN24. Il faut savoir que justement quand on parle de licenciement, ici on parle beaucoup de licenciement de salariés, mais il y a aussi beaucoup de ruptures de collaboration, comme Anne en a parlé, de journalistes indépendants et indépendantes. Et donc avec, oui, comme je disais, énormément de mise sous pression de la presse, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite. Oui, cette difficulté avec les journalistes indépendants, en plus, c'est ce côté, ils n'ont pas de moyens de se fédérer comme il peut y avoir peut-être un peu plus dans certaines rédactions qui peuvent se mettre ensemble pour défendre leurs droits. Les journalistes indépendants, ils sont plus seuls. Et puis il y a aussi la réforme des droits d'auteur qui va venir les impacter directement. Tout à fait. La réforme des droits d'auteur, la réforme de la fiscalité des droits d'auteur qui impacte, alors elle va impacter également les journalistes salariés, parce qu'il y a toute une partie de journalistes salariés qui perçoivent aussi des revenus de droits d'auteur, mais clairement les journalistes indépendantes se font payer en partie en droits d'auteur pour justement pouvoir avoir un revenu net qui soit relativement décent. Il faut se rendre compte qu'il y a certains journalistes indépendants qui sont payés dans certaines rédactions 110 € bruts par jour. Je vous laisse faire le calcul en net, mais en net, on a du 7 € de l'heure. C'est absolument intenable. Et donc, c'est justement pour ces journalistes-là que être payé en partie en droits d'auteur permet d'avoir finalement, à la fin du mois, une rémunération qui permet uniquement de survivre. On n'est pas du tout dans une idée d'optimisation, comme on a pu entendre par certains politiques. Et puis, pour continuer sur la question que vous me posiez, donc clairement, oui, il y a une fragilisation qui vient du numérique. Et puis après, on en a parlé, il y a eu différentes réformes qui ont eu lieu cette année. Il y a la RTBF qui a dû réduire une partie de ses moyens, mais donc via le gel de son indexation et le fait de se recentrer sur ses missions. Il y a les médias de proximité qui ont vu, ou qui vont voir en tout cas leur financement réduit et leur nombre réduit énormément aussi, avec des impacts clairement sur les équipes et sur les équipes journalistiques, ce qui pose une énorme inquiétude concernant les contenus finalement qui vont sortir. Oui, parce que moins de journalistes concrètement, ça veut dire moins de sujets traités, peut-être moins de temps aussi pour faire les choses. Anne Sandron, est-ce que ça risque pas d'éloigner un public qui est déjà difficile à retenir si on lui offre moins de contenu de qualité? Est-ce qu'on n'est pas là dans un cercle vicieux quelque part? Oui, c'est une inquiétude parce qu'il existe des agences qui peuvent fournir du contenu à moindre coût. Mais alors, ce sera une uniformation. Enfin, tout sera uniformisation, pardon. Oui, tout sera pareil partout. Et c'est déjà le cas sur les réseaux sociaux. Parfois, quand on voit certaines infos, on se dit, mais non, ce truc est faux. Il faut recouper, il faut revenir. Et nous, en tant que journalistes, ça nous révolte de voir ce qui circule sur les réseaux sociaux par moment. Gilles Tennyson, à celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent peut-être ce qu'ils et elles peuvent faire pour conserver une presse de qualité à leur petit niveau, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen aujourd'hui en Belgique francophone? Je pense qu'il y a différentes choses à faire. Déjà, consommer la presse qui existe pour l'instant, s'abonner. Il y a énormément de médias. Et alors les médias qu'on dit traditionnels, qu'on connaît, les gros médias, mais il y a aussi énormément de médias indépendants qui se battent jour après jour pour se maintenir à flot. Donc c'est s'abonner, consommer ces médias et s'informer en fait. Et aussi, je pense
se renseigner sur ce que c'est le journalisme, c'est quoi être journaliste professionnel. Il y a toute une déontologie derrière. Le fait d'être journaliste professionnel, ça implique de récolter de l'info d'une certaine manière, de vérifier les faits, de recouper des sources. Il y a un label qualité quelque part, il y a un label qualité qu'il faut respecter et qu'il faut bien connaître. Et en fait, qu'on retrouve justement dans ces médias qui sont en train de se fragiliser. C'est un état des lieux, un instantané de la situation fin 2025 que l'on vient de faire dans cette émission. Ça évoluera encore avec tout ce qui est dans le pipe, comme on dit. Le constat, c'est en tout cas que tout le secteur journalistique semble fragilisé aujourd'hui en Belgique francophone. En cause, un contexte économique en mutation, des décisions d'entreprise, mais aussi des réformes portées par le politique. Et sans doute les évolutions dans nos usages et nos façons de consommer l'information. Pour terminer cet épisode, nous avions envie de saluer les collègues à l'Avenir, LN24 et ailleurs. Merci à nos invités, Anne Sandron, journaliste et déléguée CNE à l'Avenir, et Gilles Tennyson, juriste à l'Association des journalistes professionnels. À la réalisation de cet épisode, il y avait Guillaume de Smet, à la préparation Sarah Pousset et Marie Van Cutsem. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité plus précieuse que jamais. Et on se revoit en 2026 pour un nouvel épisode des Clés Médias. À très bientôt.